Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie d'accueillir ce soir Jean Radvany. On n'a pas la chance d'avoir aussi Marlène Laruelle puisqu'elle est à Washington, mais je pense que Jean, qui a travaillé ce livre en étroite collaboration avec elle, pourra parler également des chapitres qu'elle a rédigés. Alors, moi, je ne vais pas parler très longtemps, mais c'est vrai que il y a des choses qui m'ont interpellée, ne serait-ce que dans le titre du livre, mais dans le livre également, puisque en ce moment, on parle beaucoup de menaces russes, et c'est vrai que les Russes ne lésinent pas en ce moment sur la démonstration de force, notamment militaire. On voit que l'OTAN ajuste sa posture militaire, qu'on réactive le débat sur l'adhésion à l'OTAN en Finlande, en Suède. Les États-Unis parlent du moins les responsables militaires américains parlent de la Russie comme une menace existentielle pour les États-Unis. Et dans l'espace ex-soviétique, au-delà de la Géorgie et de l'Ukraine, on en parle dans des termes évidemment plus mesurés et plus réservés surtout. Mais on sent bien qu'il y a aussi dans cette partie du monde de plus en plus de préoccupations sur le comportement de la Russie. Et donc du coup, ce qui d'emblée attire l'attention dans votre livre, c'est que votre point de départ, c'est d'expliquer que la Russie a peur, ou en tout cas que la Russie aussi a peur, c'est votre titre, et vous expliquez pourquoi. Donc vous parlez de cette combinaison de vulnérabilité, donc la maladie territoriale que je trouve vous évoquez très bien au début, l'économie, la démographie, les problèmes identitaires, donc tout ça je vous laisserai le développer. Et le problème, c'est que cette idée qu'il y a du côté russe un sentiment de très forte vulnérabilité intérieure, le sentiment d'être soumis à une pression extérieure extrêmement forte, c'est une idée qui est source de très forts désaccords, je pense, en Occident. Au sein même des pays européens, il n'y a pas du tout de consensus sur cette question-là. Certains le voient effectivement ainsi, considérant que la Russie se sent vulnérable et que donc ça nécessite peut-être des ajustements dans le comportement vis-à-vis d'elle, qu'il faut essayer de doser notre réponse le plus finement possible. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que c'est de l'intoxication, que c'est une vision quasi romantique de la Russie, mais que en réalité, il faut parler dur et montrer les muscles face à la Russie, qui sinon ne s'arrêtera pas. Et donc je pense que de ce point de vue-là, on a un problème parce que dans ces conditions déjà, pour nous, il est difficile d'harmoniser les positions, surtout quand il s'agit de formuler des réponses dans le domaine stratégique et dans le domaine militaire. Et si effectivement la Russie est bel et bien dans ce ressenti, c'est-à-dire dans la peur et dans le sentiment d'être confronté à de multiples défis, qu'est-ce que nous on peut faire face à ça, parce qu'on ne peut pas régler à leur place les problèmes que les Russes peuvent avoir. Certains de ces problèmes sont très ancrés d'un point de vue historique et quasi psychologique. Donc qu'est-ce qu'on fait, surtout quand la Russie a la tendance qu'on lui connaît bien à répondre à ces angoisses par un réflexe de coercition et un réflexe de pression. Donc avant de céder la parole à Jean Radvany, je voudrais aussi souligner l'important travail que j'ai trouvé dans votre livre. C'est tout ce travail que vous faites sur les discours et les concepts qui sont mobilisés par les Russes, y compris les concepts que l'on retrouve à travers les vecteurs d'influence qu'ils déploient activement, non seulement maintenant dans l'étranger proche, mais aussi dans l'étranger lointain, en Europe, etc. Vous décryptez beaucoup tous ces discours. Et ça m'a frappé aussi parce que beaucoup de gens disent actuellement, attention, écoutez bien Poutine, quand il dit quelque chose, il le fait. Or, ce que vous montrez plus ou moins directement dans votre livre, c'est plusieurs choses. C'est d'abord qu'ici, on n'écoute pas forcément tout à fait ce que disent les Russes, ou alors on écoute un peu à moitié, c'est-à-dire on écoute la partie de ce qu'ils disent qui correspond le mieux à nos grilles de lecture. Mais vous dites aussi que finalement, dans ce recours à différents types de concepts, il y a une certaine instabilité dans le recours aux concepts, une certaine fluidité du discours officiel russe, au-delà de certains fondamentaux, dont vous soulignez que sous le régime poutinien, il y a une sorte de rigidification autour de ces quelques fondamentaux et que s'écarter de ces fondamentaux devient peut-être de plus en plus difficile. Et donc ça aussi, ça rend difficile la lecture de la Russie. C'est pas une nouveauté. Je crois que ce sera pas le premier livre qui essaiera de nous aider à mieux comprendre, mais je pense que ce livre nous y aide beaucoup. Et c'est compliqué cette question russe actuellement, parce qu'on est dans un contexte vraiment de chamboulement de l'espace européen, qui me semble-t-il est propice à des réactions émotionnelles de part et d'autre. Et ça me paraît être
potentiellement quelque chose d'un peu dangereux. Et de ce point de vue, votre livre se termine sur une conclusion que je trouve assez positive, puisque même si assez prudemment, avec un certain nombre de réserves, cette conclusion, elle pose que un nouveau cycle de coopération entre la Russie et l'Occident est peut-être possible à certaines conditions. Et donc, je crois que ce que vous voulez faire ce soir, c'est nous raconter un petit peu la genèse du livre, pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre, Marlène et vous, et évidemment tous les grands points que vous aurez envie de nous présenter. En tout cas, merci d'être là ce soir. Merci Isabelle de cette invitation d'abord pour pouvoir présenter ce travail. Ça fait longtemps que je pensais faire un travail qui est nettement plus politique que mes ouvrages précédents, parce que j'ai écrit beaucoup, mais plutôt de l'ordre de ma profession initiale, c'est-à-dire la géographie et l'étude des régions de Russie, du Caucase, etc. Le point de départ de cette réflexion, c'est, je crois, d'abord un déficit d'analyse. Non pas qu'il n'y ait pas de livres sur la Russie, il y en a beaucoup. Mais il n'empêche que je pense qu'il n'y en a pas assez de toute façon. Et surtout, je dirais que souvent on a une perception qui est biaisée par plusieurs choses, à la fois par le fait que on ne va pas vraiment lire les textes russes eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, je dirais, je rejoins un peu nous avons rejoint avec Marlène Laruelle la démarche de Michel Etchaninov, par exemple, qui va vraiment reprendre les textes de Poutine en particulier pour essayer d'en comprendre la logique, la succession, les évolutions et au fond, qu'est-ce qu'on peut en tirer. L'autre problème, c'est que on a toujours un décalage dans ces analyses entre l'analyse des faits concrets sur lesquels il faut quand même arriver à se mettre d'accord, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans depuis que l'URSS a éclaté, qu'est-ce qui s'est passé en Russie, quelle a été l'ampleur de la crise, quelle a été l'ampleur des mutations, et qu'est-ce qui s'est passé autour de la Russie. Parce que très souvent, on analyse la politique russe comme si elle ne tenait que aux lubies ou aux souhaits, à la démarche des Russes, sans tenir compte qu'il s'est passé beaucoup de choses autour d'eux. Et par conséquent qu'une partie de leurs actions tient aussi est en réaction à un certain nombre d'événements qui se sont produits en Europe orientale, au Proche-Orient et dans l'espace post-soviétique lui-même. Ensuite, un autre aspect, c'est que il y a cette nécessité d'analyser les faits, et il y a le problème de la perception, de la façon dont les uns et les autres les perçoivent et en rendent compte et réagissent à ces faits. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Et un petit peu le point de départ de notre réflexion commune avec Marlène Laruelle, c'est justement quelques-unes des petites phrases qui ont été prononcées à propos de Poutine. C'est vrai que Vladimir Poutine est un personnage quand même extrêmement fort et avec une image qu'il donne de lui-même et que le pouvoir russe donne de son président, qui est extrêmement spécifique, forte, et qui pose un certain nombre de questions en soi. Mais les réactions qu'on voit à ce propos sont quand même assez étonnantes. Depuis vous citiez la menace existentielle, ou bien le président Obama qui classe la Russie comme la seconde menace après Ebola et avant Daesh dans un récent discours, ou bien Hillary Clinton qui le compare à Hitler, enfin, et Angela Merkel qui dit que c'est quelqu'un d'imprévisible. Ça pose quand même un certain nombre de questions, parce que si c'est vrai, il faut vraiment s'inquiéter. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est aussi imprévisible que cela? Ou est-ce que un certain nombre d'actions, même s'il faut les analyser et critiquer un certain nombre de choses, je pense à l'annexion de la Crimée ou la politique russe dans le Donbass oriental, qu'il faut décrypter et qu'il faut juger et éventuellement bien sûr critiquer, mais il n'empêche que est-ce que c'est imprévisible? Est-ce que c'est juste une lubie? Ou est-ce que il s'agit d'autre chose? Alors, Peur et défi, ça fait longtemps que j'avais ce titre en tête,
Parce que, et je crois que j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas, c'est dans les deux cas, aussi bien les peurs que les défis, c'est à double sens. C'est-à-dire que ce sont manifestement, la Russie fait peur à un certain nombre de dirigeants ou dans l'opinion publique. L'image de la Russie n'a jamais été aussi négative, c'est évident. C'était déjà vrai avant 2013. D'une certaine façon, Vladimir Poutine voulait que les Jeux de Sotchi permettent de rétablir cette image. Les Jeux de Sotchi ont été un succès techniquement, mais l'effet d'image a été complètement annulé par Maïdan, par la crise ukrainienne, la Crimée, etc. Donc, la Russie fait peur, et il faut comprendre pourquoi et comment, mais la Russie, et je crois que ça c'est très important, a peur. Quand je dis a peur, c'est-à-dire qu'elle a des angoisses sur lesquelles je vais revenir. Et les défis, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle doit répondre à des défis très importants, dont je crois on n'a pas mesuré exactement l'ampleur, des défis intérieurs, des défis de mutation, non pas qu'il s'est passé beaucoup de choses en 25 ans. La Russie d'aujourd'hui, pour ceux qui la connaissent bien, qui la sillonnent, elle a changé énormément. Et en même temps, il y a encore beaucoup de défis qui ne sont pas surmontés. Je pense que les Russes, à un certain niveau, sont très conscients des défis qu'ils doivent encore affronter, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient capables d'y apporter des bonnes solutions. Et en même temps, et je crois que ça c'est une donnée relativement nouvelle, récente, elle pose des défis à la communauté internationale. Et ça, je crois que c'est un élément important sur plusieurs plans. Il y a des défis parce que voilà, on pense immédiatement à ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Syrie, qui sont des actions concrètes qui posent un certain nombre de problèmes. Le fait, voilà, c'est une démonstration de force qui vise effectivement à modifier un rapport de force, à modifier un équilibre, à faire comprendre aux autres, de la part des Russes, aux Occidentaux, qu'ils ont désormais... on n'est plus en 91, la Russie n'est plus la même, elle a d'une certaine façon retrouvé une certaine puissance, même si ça reste une puissance faible ou pauvre, comme m'a dit un de mes collègues que j'aimais beaucoup, Georges Sokolov. Mais voilà, elle est capable de faire maintenant un certain nombre de choses qu'elle ne pouvait pas faire il y a 10 ou 15 ans, quand l'OTAN a bombardé Belgrade ou d'autres événements de ce genre. Mais je pense qu'elle pose aussi des défis qui sont d'un autre ordre et qui sont, à mon avis, vraiment des enjeux qui vont compter dans les décennies à venir. Et il faut donc à la fois essayer de les cerner, de voir qu'est-ce que sont ces défis, pourquoi elle les pose, et qu'est-ce qu'on va prendre comme position sur ces défis. Est-ce qu'on se contente de les négliger ? Par exemple, la question, enfin une question toute simple et en même temps dont je crois on n'a pas fini d'analyser les différents aspects. La Russie a perdu l'URSS, puisque c'était du temps de l'URSS, a perdu la guerre froide. La guerre froide est terminée, et elle s'est terminée par un double événement majeur qui est un triple événement majeur: la réunification de l'Allemagne, l'arrêt du pacte de Varsovie et l'éclatement de l'URSS. Quelles conséquences cela va avoir à long terme? Pas seulement à court terme, mais à long terme. Et depuis 1991, les Russes, Eltsine, puis Poutine, un des défis qu'ils nous proposent de résoudre, c'est comment on réorganise la sécurité au niveau européen, au niveau mondial. Quels instruments, quelles logiques, quels équilibres. Ils ont des propositions que pour l'instant on n'a pas vraiment discutées, en considérant qu'elles étaient, alors, soit par mépris de positions qui nous paraissent naïves, trop simples, simplistes, etc. Mais enfin, c'est des vraies questions. Parce que je crois que, et on le voit bien, on le mesure aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de la Méditerranée, au Proche-Orient, en Europe, toutes les questions sur l'avenir de l'Union européenne, ce sont des questions fondamentales, et je pense qu'on a sous-estimé
les effets de la fin de la guerre froide, pas seulement sur l'URSS et la Russie, mais sur nous, sur l'Occident. Et d'autre part, je pense que les Russes, plus récemment encore, ont explicité de nouveaux défis qui sont des défis, je dirais, normatifs, c'est-à-dire, au fond, une critique fondamentale des grands instruments de l'équilibre mondial qui découlent de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le consensus de Washington, les accords de Bretton Woods, la question du dollar, la question du contrôle d'un certain nombre d'instruments politiques, économiques, technologiques qui existent aujourd'hui. Je pense au FMI, je pense à la Banque mondiale, je pense à la façon dont est régi Internet, les grands organismes de cotation, etc., etc. Il faut lire les discours des Russes sur ce plan, c'est-à-dire l'idée, tous ces instruments ont été conçus en grande partie, en tout cas pour les plus anciens, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du début de la guerre froide. Ils sont marqués par cette période et aujourd'hui ils ne correspondent plus à la réalité du monde, qui n'est plus bipolaire, qui n'est pas unipolaire, comme à un moment certains dirigeants américains ont pu le penser, et qui est multipolaire, même si cette multipolarité reste encore évolutive. Donc voilà. Alors bien sûr, on peut se dire, ce sont des questions trop générales. Qu'est-ce que les Russes ont à proposer ? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut discuter de ça ? Je pense que si on lit en creux certains discours américains, on comprend les Américains ont parfaitement compris le message, même s'ils n'y répondent pas pour l'instant, parce qu'évidemment, de leur point de vue, c'est une remise en cause des équilibres sur lesquels est fondée la puissance américaine. Les Européens, je dirais, n'en parlent pas beaucoup. Mais ça va être des enjeux réels, et qui vont se poser rapidement. Est-ce que les Russes ont la capacité d'aller au-delà du simple énoncé ? C'est pas sûr. Et même, je pense qu'ils n'ont pas cette capacité. Parce que ils n'ont pas réussi à répondre au défi économique interne qui leur est posé, celui de la diversification, de la modernisation. Là-dessus, ils sont en échec. Ça, c'est un des défis internes principaux. Ils ont pas réussi à utiliser les 10 années glorieuses de la montée des cours du brut pour vraiment entamer cette procédure de diversification, modernisation, et ils vont le payer. Là, ils sont en train de le payer. On peut revenir sur cette question parce que elle n'est pas aussi simple que cela. Donc ils ont retrouvé une partie de leur puissance, mais ils n'ont pas la capacité économique, monétaire, financière pour influer sur les réponses qu'on peut tenter de donner à ces défis. Mais ils ont des alliés. Ils ont des alliés nouveaux. Et je pense qu'il y a 2 chapitres, sur les relations internationales, bien sûr. Et je pense que au début, c'est assez intéressant d'analyser la façon dont on a perçu le rapprochement russo-chinois, avec au départ l'idée que ça ne pouvait pas déboucher sur quelque chose de sérieux, tellement la concurrence, les perspectives différentes, les inimitiés historiques et les défis réciproques et les méfiances réciproques étaient grandes. Or, je pense que finalement, on se rend compte au bout de quelques années que et le système de coopération de Shanghai et les BRICS, puisque les deux sont engagés dans ces 2 nouvelles nébuleuses, on peut dire, finalement, ont pris quand même une certaine consistance, avec tous les bémols qu'il faut apporter, bien sûr. Les pays émergents n'émergent pas si vite, ils ont chacun leurs propres problèmes, les crises internes au Brésil, en Chine, bien sûr, tout ça est vrai. Il n'empêche qu'il y a une dynamique. Et que cette dynamique, quand on regarde les forums de ces 2 organisations, par exemple, aussi bien l'Organisation de coopération de Shanghai que les BRICS, qui ils invitent,
qui répond à leurs invitations, quel type de problèmes ils discutent, comment ils les font petit à petit évoluer, même si c'est fragmentaire, même si c'est... Et donc, d'une certaine façon, on peut dire parmi ces défis nouveaux sur le plan international que les Russes expriment un certain nombre de questions, je dirais sans doute en espérant qu'ils vont trouver suffisamment d'appui auprès de ces alliés-là pour que les choses bougent peut-être un peu plus vite qu'on ne le pense. Alors, je reviens un peu sur les défis internes, parce que, évidemment, je comprends bien, ici on est à la Fondation de la recherche stratégique, il est sans doute, on est sans doute plus tenté de parler des questions internationales. Je pense que, en ce qui concerne la Russie, pour moi c'est absolument évident qu'on ne peut pas traiter des questions internationales sans comprendre ce qui se passe en Russie, et que, vraiment, aussi bien dans le discours, dans les décisions, il y a toujours une interaction entre les motivations et les effets attendus internes et externes. Et ça, je crois que c'est très important. Les problèmes internes de la Russie, on les connaît bien, je pense. C'est à la fois, moi j'ai appelé ça déjà auparavant, le territoire peau de chagrin. C'est-à-dire la façon dont les Russes n'arrivent pas à maîtriser leur propre territoire, avec les problèmes de l'Extrême-Orient, du Grand Nord, etc. Ça bouge, hein, c'est pas immobile. Il y a des volontés de régler, de dépasser un certain nombre de handicaps. Il y a une stratégie, il y a une politique, elle est efficace ou elle n'est pas efficace selon la façon. Je pense que d'une façon globale, moi, comme géographe, je m'occupe beaucoup des questions régionales de la Russie, je pense que la politique régionale n'est pas consistante et qu'elle a des faiblesses fondamentales qui portent pas seulement sur la vision. Il y a des choses assez étonnantes quand même, mais si on regarde, si on analyse les différentes situations régionales. Mais je pense que c'est surtout un problème politique, c'est-à-dire c'est la question de la démocratie, c'est la question de la façon dont le régime organise le pouvoir au niveau des régions, au point que dans les analyses récentes qui ont été faites par des think tanks russes, il est dit explicitement qu'on arrive dans une situation où les dirigeants régionaux, par la façon même dont ils sont nommés, par cooptation par l'administration présidentielle, eh bien finalement on arrive à une situation où ces dirigeants ne sont plus vraiment ceux qu'il faudrait nommer et ceux qui peuvent effectivement réagir correctement dans des situations de crise. Donc c'est vraiment une situation... Il y a le défi démographique, qui est très analysé, très connu, je n'y reviens pas. Il y a cette question de la crise économique. Je crois que on a sous-estimé la peur, l'angoisse russe de perdre le contrôle sur les secteurs stratégiques. Et l'affaire Khodorkovsky, je crois, de ce point de vue-là, est très intéressante à analyser, parce que c'est de ça dont il s'agissait, entre autres, mais de façon très importante. Si M. Khodorkovsky n'avait pas proposé de vendre, je ne sais pas combien, 30-40% des actions de son groupe à une compagnie américaine, je pense que peut-être son devenir n'aurait pas été exactement ce qu'il a été. Or c'est là, ça c'est aussi, là on rentre dans le cœur du système que dans ce livre on essaye d'analyser, c'est-à-dire ce sur quoi l'économie actuelle russe repose, c'est-à-dire les secteurs de la rente et la façon dont est organisé le partage de cette rente, qui est très spécifique. Là-dessus, nous avons utilisé beaucoup des auteurs américains qui ont vraiment travaillé sur cette question de la rente, et ça c'est un des bénéfices de travailler avec Marlène Laruelle, c'est que elle a une proximité avec la littérature anglo-saxonne et américaine en particulier qui est vraiment intéressante et que l'on a essayé d'utiliser. Il y a là une spécificité du système russe qui est pas simplement ni économique ni politique, mais qui est vraiment une intégration politico-économique dans l'organisation de la gestion de la rente, qui a des conséquences sur la façon dont les élites sont à la fois choisies,
se développer, autoproclamer, avec des conséquences très importantes. C'est-à-dire que c'est un système qui arrive à contrôler une partie de son développement, et évidemment avec des effets positifs quand ces secteurs de la rente, matières premières, etc., sont en croissance au point de vue des cours, avec des effets négatifs quand ça bascule. Mais je crois que ça va un peu au-delà, parce que moi, c'est ça que je trouve assez frappant, c'est que ces secteurs de la rente, au fond, ne sont pas ceux qui ont le plus besoin de la modernisation et qui ont le plus besoin des réformes économiques nécessaires. Ces secteurs de la rente, ils peuvent se contenter pendant encore un long moment d'une situation de statu quo qui est à leur avantage relatif, mais qui bloque un certain nombre de réformes nécessaires. Or, c'est eux qui sont au pouvoir, réellement. Voilà. Et en même temps, avec l'interaction entre les défis et les peurs internes et externes, je pense que elle est particulièrement exemplaire à propos d'un épisode multiple, mais qui, je crois, est fondamental dans le tournant du régime poutinien, c'est les révolutions de couleur. Les révolutions de couleur, comme je pense qu'il faut approfondir cette analyse des deux côtés, c'est-à-dire la façon dont les Russes ont vécu cela. Qu'est-ce qu'on peut percevoir de leur analyse des révolutions de couleur, et la façon dont les Européens, les Occidentaux, rendent compte de ce phénomène. Révolution de couleur, étant entendu, moi je mets là-dedans évidemment la révolution orange, Kiev, 2003-2004, la révolution des roses en Géorgie. La Kirghizie, c'est un épiphénomène relatif. Par contre, je pense que pour Vladimir Poutine et pour le gouvernement russe de cette époque, ce qui s'est passé dans l'hiver 2011-2012, c'est une révolution de couleur blanche, parce que les manifestants avaient choisi le blanc comme couleur. Mais d'une certaine façon, à tort ou à raison, je pense en grande partie à tort, plus à tort en ce qui concerne ce mouvement en Russie que la révolution orange, par exemple, ils estiment certainement que c'est du même ordre. Et donc qu'il faut réagir à cela d'une façon extrêmement forte, et on connaît cette réaction, c'est-à-dire la rigidification, justement, du système politique, les mesures, et toute cette diatribe. Et ce qui est intéressant qu'en même temps, c'est qu'à la fois il y a la rigidification, il y a toutes les mesures qui sont prises, les agents de l'étranger, sur les ONG, la réforme, le resserrement des boulons sur les partis, les médias, les élections. J'ai vu, ils ont nommé une nouvelle responsable de la commission électorale. On verra ce qu'elle peut faire. À mon avis, elle ne pourra pas faire grand-chose, parce que c'est pas tout à fait là que ça se joue. Effectivement, les élections qui viennent, qui vont être importantes, mais je pense qu'ils ont bien préparé les choses. Ce lien entre la façon dont les Russes perçoivent ces menaces et la façon dont ils réagissent, et en même temps, ce qui est assez intéressant et qui nous interpelle et qui aussi doit être analysé, c'est la façon dont ils ont, ce tournant autoritaire des années 2012-2013, comment il a été transformé à propos de la Crimée, à propos de l'Ukraine, dans un mouvement positif, conservateur pour les Russes, c'est-à-dire la façon dont ils ont réussi à remobiliser l'opinion. Je crois que ça c'est important, parce que les équilibres politiques internes, ils reposent sur des choses concrètes. Or, c'est évident qu'avec toute cette campagne sur l'Ukraine, sur les valeurs, les menaces, ils ont réussi à recréer un consensus assez cohérent, avec des gens qui restent dans l'opposition, bien sûr, mais ils ont réussi à faire éclater, y compris certains des mouvements d'opposition de 2010-2011,
Il n'y a qu'à voir les positions de certains dirigeants de l'époque du mouvement à propos de la Crimée, et en même temps à l'utiliser comme un nouveau vecteur d'influence. C'est ça qui est quand même assez... Moi, j'ai été frappé. Bon, on suit l'actualité des échanges politiques franco-russes. Donc on sait comment ils jouent de certaines proximités au niveau des valeurs conservatrices de la famille, de la religion, etc., avec certains mouvements politiques français, d'extrême droite en particulier, ou d'extrême gauche. Ce qui m'a frappé, parce que moi j'avais pas suivi ça, mais c'est Marlène Laruelle qui travaille beaucoup sur ces questions, c'est comment ils ont approché les milieux conservateurs américains. Les deux petites remarques, mais qui se répondent l'une l'autre, de Poutine à propos de Trump et de Trump à propos de Poutine, c'est pas juste comme ça. Il y a eu des échanges très approfondis entre les autorités russes et les mouvements les plus conservateurs de la nouvelle société américaine, du Tea Party, des églises américaines, au point que un des mouvements conservateurs les plus influents des États-Unis avait envisagé de faire son congrès à Moscou. Et ça ne s'est pas fait simplement parce qu'il y a eu la crise ukrainienne et que ça, c'était pas possible quand même de faire ça après Maïdan et après l'annexion de la Crimée. Mais donc, il faut prendre en compte ces évolutions. Non pas que je considère que c'est des issues positives pour la Russie. Je pense qu'il y a des impasses là-dedans. Mais il faut les analyser en tant que telles et il faut les mesurer et comprendre que, en tout cas pour un certain temps, il y a là un nouveau consensus. Je pense que Vladimir Poutine est un homme extrêmement habile dans la façon dont il essaye de gérer l'évolution de la société russe en interne pour justement dégager des consensus qui ne soient pas que l'usage de la force, mais qui soient aussi l'attraction d'un certain nombre de mots d'ordre et d'un certain nombre de décisions. Voilà, je vais m'arrêter là. Je peux essayer de répondre à des questions. Bien entendu que je ne suis pas... d'une part, je suis seul, alors que Marlène Laruelle a écrit pratiquement la moitié du livre, quand même. Elle travaille beaucoup sur les questions, justement, idéologiques, le patriotisme, les valeurs et le système politique. Mais on a quand même écrit le livre ensemble, et donc on a beaucoup échangé, et j'essaierai de répondre aux questions. Oui, Patrick Kernen. Je viens souvent à ces réunions de la recherche stratégique parce que c'est très important en ce moment. Le monde est chamboulé, on va dire. Vous avez beaucoup parlé de Vladimir Poutine, donc c'est un ancien du KGB. On arrive quand même à deviner ce qu'il veut faire. Mais que pensez-vous de Sergueï Lavrov, qui est son ministre des Affaires étrangères depuis 12 ans, qui est diplomate depuis qu'il est jeune, il parle même le mongol, paraît-il. Est-ce que c'est pas un Poutine soft, donc qui peut faire passer les idées de Poutine de manière plus tranquille, notamment sur les grands dossiers. Quel a été son rôle en particulier dans l'accord avec l'Iran? Voilà. Oui, merci Yves Boyer. Merci Jean pour cet exposé qui, pour des gens comme moi qui n'ont pas lu votre livre, eh bien, ouvre d'énormes perspectives. Je voudrais également remercier Isabelle Facon pour faire en sorte qu'à la FRS, on ouvre des débats sur la Russie pour précisément combler le déficit dont vous parliez. Alors moi, j'aurais tout simplement des questions peut-être naïves, elles sont toutes simples. La première, c'est de recueillir votre sentiment à propos de la Crimée. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que, profitant de la crise ukrainienne, les Russes se sont emparés de la Crimée? Ça répond à des objectifs stratégiques, politiques, les deux à la fois, ou quel est votre sentiment sur ce sujet? La deuxième question, vous avez fait allusion à la réunification allemande. Alors, je voudrais avoir également, si c'est possible, votre opinion, votre sentiment sur ce qu'aujourd'hui l'Allemagne représente pour la Russie. Si pour la Russie, l'Allemagne est le cœur même de l'endroit où justement en Europe ils peuvent développer des coopérations, parce qu'après tout les jours de Madame Merkel sont peut-être comptés. Donc quel est votre sentiment à propos du potentiel des relations entre Berlin et Moscou? Merci. Oui, Gérard Lutic, président du Cercle Kondratiev Jean.
Vous avez évoqué une partie disant que la rente aujourd'hui était un des facteurs économiques importants, mais quand Medvedev a été au pouvoir, il a quand même tenté d'aller vers une stratégie de modernisation donc de l'économie russe et de l'industrie, etc. Et on sent que lorsque Poutine a repris le pouvoir, c'est tombé un peu à l'eau. Christian Vicenti, Chine-Russie, route de la soie au ministère de l'économie, direction générale des entreprises. Est-ce qu'on pourra revenir sur les questions liées en fait à l'Eurasie ou au monde russe qui sont en filigrane de votre appréciation sur le fait du mépris que l'Occident aurait manifesté sur les propositions russes d'une certaine époque, disons de raccommodage en quelque sorte de la sphère eurasiatique, parce qu'en fait c'est derrière ça pose véritablement un problème sur lequel peut-être il faudrait réfléchir davantage, qui est un problème de fond par rapport à un pays qui, comme vous l'avez très bien souligné, n'est pas suffisamment attractif, n'a pas suffisamment les moyens, ni économiques ni financiers, pour pouvoir porter un projet d'une telle envergure et en filigrane par rapport à la Chine, et évidemment à la vision de la Chine, de la fluidité du commerce que la Chine développe à travers ses projets de route de la soie économique, etc. Donc je crois que c'est quand même intéressant. Je profite simplement d'avoir le micro par rapport à vous, monsieur, sur Lavrov. Et il y a récemment un discours ou une pensée de Lavrov en anglais et en russe qu'on peut trouver sur le site du ministère russe des Affaires étrangères, avec des allusions qui ne sont pas forcément très soft. C'est très intéressant de lire Lavrov de ce point de vue-là, sur sa pensée, avec des allusions qui vraiment font réfléchir, si j'ose dire. Voilà, mais on peut en discuter, on peut trouver les liens, je peux vous les transmettre si vous voulez. Merci. Oui, c'est une question qui est un peu liée, donc je me permets de la poser maintenant. Comment mettez-vous en regard la posture très ferme qu'a adoptée la Russie sur son flanc ouest actuellement, avec sa relative faiblesse, alors au point de vue économique, je ne saurais pas trop dire, au point de vue militaire, c'est avéré, sur le flanc oriental. Je pense qu'elle ne fait pas peur sur le flanc oriental, notamment à son voisin chinois. Voilà. Ouais, Alexandre de la Perrière, état-major des armées. Bon, avec ces questions, on a de quoi remplir une belle soirée. Je vais quand même essayer de répondre relativement vite quand même. Sur Lavrov, premièrement, je pense que les Russes ont une longue tradition de formidables diplomates, je dirais quand même, d'abord. Si on pense aux grands ministres des Affaires étrangères de l'URSS et ensuite. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que c'est des gens qui restent longtemps et qui connaissent très très bien leur dossier. Et qui sont, si je comprends bien, moi j'ai jamais participé à des négociations avec eux, mais qui sont, d'après ce que j'entends, de redoutables négociateurs. Ensuite, alors moi je dirais pas que Lavrov est soft, non plus. Je pense qu'il représente, de toute façon, c'est clair que c'est pas lui qui conduit la politique. Il la conduit, mais c'est pas lui qui détermine la politique étrangère. Ça se passe dans les cabinets de l'administration présidentielle. Ça, c'est évident. Et donc, il ne fait que refléter les différentes, aux différents moments cette politique. Et simplement, c'est un homme habile, c'est un homme mobile, c'est un homme. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu là récemment, il est allé en Égypte, il est allé en Algérie, il est allé. Enfin, il joue son rôle pleinement. Mais moi j'avais été frappé, je sais pas, j'ai pas vu ce site en question là, mais j'avais été frappé dans les propos et la réaction. Je sais pas si vous avez vu quand il y a eu cette histoire absolument idiote d'une enfant qui avait été enlevée à Berlin et les propos, ils ont monté cette affaire d'une façon politique. Les propos de Lavrov étaient absolument terrifiants. Enfin. Et tout ça monté de toutes pièces pour faire un jeu qui visait l'opinion publique interne, en fait, essentiellement russe. Donc voilà. Donc je pense pas que ça soit Poutine d'un côté contre Lavrov. C'est un exécutant, un très bon professionnel de la politique étrangère russe. Sur la Crimée, c'est quelque chose de compliqué, bien sûr, parce que la Crimée n'a jamais été un territoire anodin pour les Russes.
Et alors autant, et on a suivi ça, enfin pour ceux qui ont suivi cette affaire depuis le début, depuis 1991, avec les pressions internes, alors les problèmes internes de la Crimée, c'est-à-dire quand même déjà une situation avec les Russes majoritaires, les Ukrainiens minoritaires et les Tatars qui reviennent et qui posent toutes sortes de problèmes, le jeu de Kiev vis-à-vis des Russes, des organisations russes et des organisations tatares, pour essayer surtout d'éviter que les Russes et les Tatars se mettent ensemble. Enfin, un jeu politique complexe de toutes les années 90 et 2000. Là-dessus, et des dirigeants russes, pas de premier plan. Mais enfin, on sait bien, 92, vote de la Douma qui propose d'annuler le don de Khrouchtchev de la Crimée à l'Ukraine, veto d'Eltsine, parce que Eltsine est cohérent. Il a, lui, décidé qu'il ne fallait pas revoir les frontières, et lui ne l'a pas fait. C'est son successeur qui a revu les frontières de la Géorgie et de l'Ukraine. Et donc, une certaine cohérence, et en même temps, Louchkov, je me souviens de cet article de Louchkov, le maire de Moscou de l'époque, qui avait dit Krim был, есть и будет русским. La Crimée était, est et sera russe. Et voilà, c'est une pression constante. Donc l'idée qu'un jour ou l'autre, ce territoire devait revenir, c'était dans la tête des gens quand même. Après, il y a une question stratégique. Je pense, alors, sans doute, peut-être que les Russes exagèrent, interprètent de façon extrêmement trop forte les objectifs de l'OTAN. Non pas que... C'est clair que les Américains voulaient faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Ils l'ont déjà essayé à Bucarest en 2007. Ça, c'était évident. Je pense que les Russes ne voulaient en aucun cas que Sébastopol sorte de leur contrôle. Je ne suis pas militaire et je ne sais pas donc dans quelle mesure c'est à ce point stratégique, sachant que ça l'est. Enfin, je sais bien, c'est une base exceptionnelle. C'est quand même la mer Noire, c'est quand même un lieu stratégique. Ils sont encore en train de discuter. Lavrov, non, c'est pas Lavrov, c'est Miller qui était à Rome où il a discuté quand même un nouveau gazoduc sous la mer Noire. Donc c'est une région stratégique. Et Sébastopol, c'est stratégique, même si l'essentiel de la flotte nucléaire n'est plus là. Donc voilà. Et en même temps, c'est un animal politique, Poutine. Il a parfaitement compris que c'était, je pense que lui, le nouveau rassembleur des terres russes, c'est quand même une posture qui n'est pas négligeable en Russie. Et donc ça a compté beaucoup aussi dans la décision. Après, l'enveloppe qu'on a mis autour pour la rhétorique sur le baptême, etc., ça c'est autre chose. Mais voilà, ce sont des motifs qui sont suffisamment importants. Il a joué cette carte et dès qu'il a senti qu'il pouvait le faire, il l'a fait. Et il l'a fait assez bien. Enfin, après, on peut critiquer, mais la façon dont il l'a fait est assez remarquable. Sur la réunification allemande, ça c'est une question qui à mon avis n'est pas figée. Mais enfin, il y avait une relation très forte entre Vladimir Poutine et les dirigeants allemands, pas seulement Poutine, mais on l'a vu à propos de Nord Stream et la façon dont ils ont intégré Schröder dans la direction de Gazprom, c'est quand même c'est de la politique, c'est vraiment et la façon dont les Allemands, les grands industriels allemands, les élites politiques allemandes, ils ont une politique russe, c'est clair, et pour eux c'est très important. Ils ont toujours été présents et ils ne partiront pas, ils ne veulent pas partir. En même temps, c'est compliqué. Visiblement, Madame Merkel a été choquée par les mensonges de Vladimir Poutine à propos de la Crimée, en particulier, du Donbass oriental, la façon extraordinaire quand même qu'il a eu de dire non, il n'y a pas de soldats, puis finalement de reconnaître qu'il y en avait eu en Crimée, ça il l'a reconnu, puis après il l'a reconnu un peu différemment pour le Donbass oriental. Elle n'a pas du tout apprécié ça. Mais est-ce que ça va remettre en cause je ne pense pas que ça remette en cause la relation russo-allemande qui est très forte et qui reste. Il y a beaucoup d'intérêts économiques en jeu des deux côtés. Ils en sont conscients et donc le moment venu, je pense qu'ils essaieront de tirer profit de la levée des sanctions. Ça pose une autre question en fait, c'est de savoir, c'est le problème de l'Europe en tant que telle et pas de l'Allemagne. Je pense qu'il faut découpler
la relation russo-allemande et la question de la relation russo-européenne. Il y a eu quelques phrases de Poutine très nouvelles, vraiment, et assez symptomatiques, je crois, sur l'appréciation russe de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant à la fois parce que les relations aujourd'hui sont fragiles, difficiles, et c'est inquiétant. Enfin, je crains qu'il n'ait raison. Je crains que son analyse de ce qu'est l'Union européenne soit juste. C'est-à-dire affaiblie, incapable d'avoir une politique cohérente, soumise à des intérêts américains, etc. Enfin, bien sûr, dit comme ça, c'est caricatural, mais sur un certain nombre de points qui leur sont importants, ça compte. Sur la rente et Medvedev, bon, moi je crois que Medvedev, il a toujours été sous contrôle. Donc, alors bien sûr, il avait moi, j'étais à Moscou à ce moment-là, hein, pratiquement. Les années de Medvedev, j'étais à Moscou, et donc on se sentait bien. Il y avait une façon de présenter un certain nombre de problèmes, une façon d'ouvrir certains débats qui étaient plus souples, plus mobiles, etc. Sur tous les plans. Depuis les ONG, les think tanks, les relations avec l'opposition d'une certaine façon, la Libye, le fait qu'ils n'aient pas mis leur veto sur la Libye, voilà, c'est tout un ensemble, une façon un peu différente de présenter les choses et en même temps, alors entre autres donc cette question de la modernisation, la création de Skolkovo, etc. Alors, effectivement, Vladimir Poutine n'a pas le même discours, mais je pense que si on regarde l'ensemble des discours sur ces questions de la modernisation, je crois que peut-être sous une forme un peu différente, sans doute avec moins d'appels que Medvedev ne l'a fait à Skolkovo en particulier, à des interventions étrangères, c'est-à-dire Skolkovo, c'est vraiment un montage avec des Occidentaux, avec le MIT, vraiment faire rentrer les grandes institutions technologiques occidentales dans un système russe. Je pense que ça, Vladimir Poutine n'est pas prêt à le faire. Et il pense que c'est inutile, probablement, certainement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas cette stratégie de modernisation. Il essaye. Mais il essaye d'une façon qui, à mon avis, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Mais il faudra voir, parce que, moi, vous comprenez, enfin, il faut réfléchir aussi à l'histoire de l'industrialisation française dans les domaines technologiques. Le CEA, l'aérospatiale. On a, nous, en France, une tradition d'un certain nombre de secteurs sous contrôle de l'État qui ont quand même eu quelques performances technologiques intéressantes. Est-ce que les Russes sont incapables de le faire ? Il faudra tester ça sur un certain moyen terme. Sur l'aéronautique, construction navale. Je sais que c'est des dossiers compliqués. Oui, bien sûr, c'est lié au complexe militaro-industriel, donc ça bloque, donc il y a des blocages structurels, et c'est pour ça que je suis sceptique, mais il y a un effort énorme de fait. Et donc, on ne peut pas exclure que cet effort énorme ne débouche pas. J'ai lu l'article d'Isabelle Facon dans Politique étrangère, récent, qui vient de sortir là, et en particulier sur toutes ces questions à la fois les blocages dans le VPK lui-même, c'est-à-dire dans l'industrie d'armement, leur blocage, et aussi un certain nombre de secteurs où ils ont mis le paquet et où ils ont, semble-t-il, trouvé quelques solutions. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas avoir des préjugés trop simples sur les capacités de mobilisation, je dirais, des potentiels en Russie. Eurasie et monde russe et route de la soie, ça évidemment, en fait, je crois que c'est une question de plusieurs décennies. Et c'est pas la chose la plus nouvelle au fond. Le mouvement vers l'Eurasie, c'est le discours de Gorbatchev, Vladivostok, 1986, si je crois. Ensuite Helsinki,
qui règle quelques problèmes au passage. La frontière chinoise, il peut pas finir, mais Poutine le fait. Et donc, on rentre dans autre chose. Alors là-dessus, c'est un dossier complexe, parce que c'est un dossier qui est à la fois politique, très idéologique. Il y a tout l'aspect idéologique avec les eurasistes des années 20 qu'on redécouvre, Dugin, qui joue un certain rôle et puis qui disparaît. Non, il disparaît pas, mais qui est écarté des cercles les plus proches de l'administration. Bien sûr, il a toujours une certaine influence, mais enfin, il faut pas non plus l'exagérer. Et autant qu'on sache, aujourd'hui, il n'est plus proche de ces milieux décisionnels du Kremlin. Mais c'est pas ça qui compte forcément, parce que cette idéologie, l'idée que, au fond, c'est quand même une des bases des valeurs russes qui probablement survivront à Poutine, c'est ça. Et c'est objectif, c'est le territoire. Ils ont un territoire qui est eurasien, qui est à cheval sur l'Europe et sur l'Asie, et ils mettent en valeur de façon, depuis le 19e siècle, l'idée du pont, l'idée de... Et au fond, c'est normal, enfin, c'est leur jeu. Ils auraient tort de ne pas en profiter. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'aient pas joué plus auparavant là-dessus. Alors bien sûr, c'est compliqué, et ils ont affaire à un pays, évidemment, qui a une autre dynamique, la Chine. On comprend bien que ils partent. Je veux dire, les routes russes. Justement, je viens de lire un article de Marlène Laruelle, d'ailleurs, qui va paraître dans le prochain annuaire de l'Observatoire franco-russe sur la route maritime du Nord. L'année dernière, 2014, pas l'année dernière, je n'ai pas les chiffres de 2015. 2014, la route maritime du Nord qu'ils essaient de lancer depuis combien d'années 6 millions de tonnes de fret, 129 navires. Canal de Suez, je sais plus, c'est 170 millions de tonnes et 17 000 bateaux, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, le rapport de force, il n'est pas en leur faveur. Et si on prend la route de la soie, c'est la même chose. C'est-à-dire que on comprend bien qu'ils ont intérêt. Ils essaieront de moderniser le BAM, de moderniser le transsibérien, d'attirer une partie de la route de la soie vers eux, ce qu'ils peuvent faire d'ailleurs, sans doute. Mais les Chinois, oui, il faut payer. Il y a des histoires. J'ai vu qu'il y a un cabinet, il y a eu un audit sur la modernisation du transsibérien. Mais les Chinois, eux, ils utilisent tous les atouts. C'est-à-dire qu'ils utilisent aussi bien la route par le sud, par Suez, etc. Ils vont développer peu à peu ce que les Européens avaient proposé, la tracé K. Au fond, il faut une tracé K à l'envers. Ils reprennent la tracé K, mais ils la mettent dans l'autre sens. Peut-être qu'elle servira dans les deux sens, d'ailleurs, pourquoi pas, c'est très bien. Avec une voie par la Russie, mais qui sera sans doute marginale pendant longtemps. Une voie par le Kazakhstan, l'Asie centrale, la Caspienne, le Caucase. Et une voie en espérant que les choses évoluent positivement au Proche-Orient, par le Pakistan, l'Iran et la Turquie. Et voilà. Ce qui est intéressant quand même, c'est que Russes et Chinois... Je pense qu'il y a un modus vivendi, il y a une évolution. Les Russes admettent que les Chinois, évidemment, ont une présence économique de plus en plus forte, y compris en Russie, avec des investissements chinois dans des secteurs stratégiques, y compris russes. En même temps, semble-t-il, malgré tout, ils gardent un peu la prééminence sur les questions sécuritaires en Asie centrale, les Russes, avec l'accord des Chinois, pour l'instant. C'est quelque chose qui va évoluer, mais enfin, on en est là. Il me semble. Alors, ça, on reste avec la Chine, c'est-à-dire la question du balancement, la fermeté sur le flanc occidental. C'est quand même clair que pour la Russie, c'est la partie occidentale qui est la plus importante, qui demeure la plus importante jusqu'à présent. Donc c'est clair que tout ce qui se passe dans l'isthme baltico-mer Noire demeure pour eux l'enjeu essentiel. En tenant compte que quand même, pour l'instant, j'ai pas vu d'ailleurs les chiffres de 2015 encore, mais le commerce extérieur russe reste encore majoritairement côté Union européenne. Donc c'est évident que c'est ça qui compte. Il n'empêche que ce qui se passe côté chinois, alors ils font pas peur. Je pense que l'armée chinoise évidemment a beaucoup évolué, mais l'armée russe aussi. Surtout, je crois ils veulent avoir des rapports suffisamment bons avec les Chinois pour ne pas être obligés d'avoir la même
quantité de troupes, d'organisations sur la frontière extrêmement longue qu'ils ont avec la Chine, qu'ils ont côté Ukraine, côté Baltes, côté Pologne, etc. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que on le lit en filigrane, c'est-à-dire que dans la nouvelle doctrine militaire russe, la Chine n'est pas nommée, mais elle est en filigrane quand même, c'est clair. C'est-à-dire que sur un certain nombre de types d'armes, sur un certain nombre de types d'évolutions stratégiques, ils ne nomment pas les Chinois, mais ils y pensent très fortement, je pense. Et le type de rapport, l'utilisation des armes nucléaires, la façon dont elle est envisagée, leur concept de dissuasion, ils l'explicitent côté occidental, mais ils pensent aussi côté chinois, il me semble. Je vais en profiter pour en poser une, puisqu'on parlait du front oriental, le flanc oriental qui est dégarni. On parle beaucoup du potentiel de l'Extrême-Orient. Il y a une stratégie de développement, il y a un ministère qui a été créé spécialement pour ça. Il y a un pivot affiché maintenant vers l'Asie, mais on voit bien que c'est dégarni non seulement militairement, mais aussi d'un point de vue industriel, dépeuplement de la zone. Donc qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été prises avec un volontarisme affiché? Il y a aussi la construction d'une nouvelle base de lancement à Vostochny, donc il y a vraiment un effort de valorisation. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on voit des choses évoluer? Oui, bonsoir. Gilles de la Ménardière, Conseil d'État. Si vous permettez, deux remarques et une petite question. Première remarque concernant la continuité au ministère des Affaires étrangères russe. Monsieur Lasrov est un élève de Gromyko. Et si vous regardez dans vos livres d'histoire une photo de Yalta, vous verrez derrière Staline Gromyko, jeune homme. Et la continuité est évidente. Donc j'abonde dans vos propos. Ça m'amène à ma deuxième remarque. Yalta est russe. Les tsars venaient à Yalta. Les Romanov une partie des Romanov sont enterrés à Kiev. On a fait la guerre de Crimée, dont nos avenues portent des noms célèbres, en Crimée contre les Russes. On se bat avec les Anglais contre les Russes. Donc il n'y a pas de doute, à mon avis, du point de vue historique, et ce n'est pas le décret, la faiblesse du décret de Khrouchtchev dans les années 50 qui est de nature à créer des frontières au sens de ce qu'on appelle aujourd'hui dans les relations internationales des vraies frontières. C'était ma deuxième remarque. Et ma question est très simple. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des interventions de l'armée de l'air russe au large de notre espace aérien? Je pense au survol de 2 bombardiers le 16 février qui ont été plus ou moins escortés d'abord par des tornados britanniques, puis par des chasseurs français. On en a peu parlé, mais à quoi joue l'armée de l'air russe? Pardon, excusez-moi de ce lapsus. Jacques Tournier, Cour des comptes. J'ai une question très franco-franchouillarde française, pardonnez-moi, mais vous avez parlé de l'Allemagne tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de ce que peut être, notre posture vis-à-vis de la Russie? Quels sont nos défis, nos enjeux? Et comment on doit essayer de répondre aux défis que vous avez évoqués tout à l'heure? Si on a une place à tenir là-dedans ou si on est effacé de ce sujet. Encore moi, Patrick Kernen. Au sommet de Davos, la fin janvier, certains, je crois que même des Russes, ont parlé de risque de guerre mondiale. Alors, c'est peut-être un effet d'affichage. Dans la zone Turquie et Syrie, un avion MiG russe a été abattu par les Turcs et Erdogan, le président autocrate turc, s'en est félicité. Moi-même, je vais souvent en Turquie. Les Turcs avec qui je parle sont très fiers de cela parce que les titillements des Russes depuis des mois et des mois en Turquie les ont beaucoup énervés. Alors d'un côté, il y a les Turcs très nationalistes, de l'autre, les Russes très nationalistes, et ça depuis des siècles. Est-ce qu'il n'y a pas entre ces deux nationalismes, effectivement, ce risque de guerre mondiale explicité par Lavrov? Oui, justement, je rebondis sur ce que vous dites. Actuellement, les négociations qui ont lieu entre la Turquie et l'Europe concernant le problème des migrants, dans les exigences turques, c'est d'avoir plus de visas entre la Turquie et les pays de l'Europe, mais aussi de rentrer dans la communauté européenne, dans l'Union européenne.
là, il y a peut-être aussi un risque quelque part dans le comportement russe qui va se voir une frontière européenne très proche de lui. Et le deuxième point, c'est comme je préside le cercle Kondratiev, je puis vous le faire passer sur la base donc des courbes Kondratiev qui ont été mises donc Leva Kondratiev. Un institut militaire, il y a 2 ans, a fait une étude en partant du principe donc, des courbes Kondratiev, a démontré que dans 10 ans, nous aurons une 3e guerre mondiale. Et les foyers qu'il a cités, comment je veux dire, sont les cités, le Moyen-Orient, l'Ukraine, donc ont été cités donc, dans les possibilités. Bien, merci. Alors, en Extrême-Orient, effectivement, il y a une analyse très, je crois, objective de la part des Russes de cette faiblesse, et ils craignent, c'est vraiment un des grands défis qui leur sont posés. Même si les élites locales qui reprennent l'antième du péril jaune, qui, je le rappelle, c'est une chose ancienne. Le péril jaune, on en trouve déjà dans la littérature russe du 19e. Mais donc ils reprennent ça, ils l'exagèrent, parce qu'en fait, je pense pas que les Chinois soient particulièrement intéressés pour aller occuper la Sibérie. Mais bon, prendre le contrôle de certaines ressources, c'est pas exclu, et ils sont actifs dans tous ces domaines. En tout cas, ce qui est clair, c'est que il y a une analyse des faiblesses russes dans l'Extrême-Orient. Effectivement, ils ont créé un ministère, ils ont créé de nouveaux types de programmes régionaux d'investissement dans lesquels ils essayent d'attirer des investissements étrangers, ce qu'ils appellent les zones de développement prioritaires. Ils en ont sélectionné une petite dizaine. Je les évoque dans le livre en disant que je suis un peu dubitatif, parce que on connaît l'histoire des zones économiques libres en Russie, et elle n'est pas positive, et on sait pourquoi. C'est pour des questions politiques, pour des questions de refus d'une stabilité, d'exception, comme ont su le faire les Chinois dans leur zone littorale. Donc c'est vraiment des enjeux politiques forts, et on n'a pas l'impression qu'ils soient prêts à les lever. En même temps, ils vont en avoir vraiment besoin, donc on va voir. Ça fait partie des tests, je crois, intéressants à suivre, la façon dont ces nouvelles zones d'investissement vont fonctionner. Alors ça démarre évidemment dans une conjoncture extrêmement défavorable, parce que évidemment avec la crise, la baisse des ressources budgétaires, ça ne porte pas à l'optimisme, et pour l'instant on constate que l'Extrême-Orient continue de perdre des habitants. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui reste en suspens. Sur la France, je pense que la France, bien entendu, a un rôle à jouer. D'abord parce que on a toujours eu, et je crois qu'on a toujours une certaine audience favorable en Russie, pour des raisons multiples, et donc on aurait tort de pas en profiter. J'ai toujours été frappé, moi, par la capacité des Allemands d'un côté, avec les différences dans leur système bancaire, dans leur système industriel, etc. Donc des capacités d'intervention qui sont différentes. Et les Italiens, qui eux sont quand même pas du tout comme les Allemands, mais qui, je pense, par l'esprit aventurier de leurs managers, de certains dirigeants d'entreprises petites et grandes, ou grandes et petites, beaucoup de petites entreprises italiennes, qui ont acquis vraiment des positions sur les marchés russes dans toutes sortes de domaines où nous aurions pu être présents, et où on ne l'est pas, ou pas beaucoup. Et du coup, oui, ils attirent aussi, ils aspirent à être au bout de la route de la soie. Gazoduc, le nouveau gazoduc, ils sont allés à Rome. Miller, il est allé à Rome pour discuter de ça. C'est à la fois historique, et je crois que c'est une disposition à la fois des entrepreneurs, une certaine liberté laissée
aux dirigeants économiques et un certain esprit d'aventure. Je crois qu'on se pose, malheureusement sans doute, les Français sont un peu trop dans l'idéologie. Ils se posent trop de questions idéologiques sur est-ce qu'il faut avoir des rapports avec les Russes ou pas, et quel type de rapport il faut avoir, etc. Et finalement, ça nous bloque. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors peut-être, et en tenant compte qu'ensuite vous avez des dirigeants politiques alors qui ne sont pas forcément ils s'occupent des questions politiques, ils se sont occupés de la Géorgie, ils se sont occupés de l'Ukraine, etc. Mais sur ce plan, c'est-à-dire sur le plan concret des rapports avec la Russie, il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de méconnaissance. Et donc voilà, on est un peu dans cette situation intermédiaire, et c'est dommage parce que je pense qu'on pourrait en profiter davantage. Il y a eu une question sur la guerre froide. Moi, j'y crois. Enfin, je pense que alors à la fois, moi, je suis pas d'accord avec cette utilisation du terme de la guerre froide. Je sais que Medvedev l'a utilisé, mais bon, ça c'est une chose. Et quant à la guerre mondiale, je pense pas. J'espère bien qu'on ne va pas dans ce sens-là. Je pense pas que ça soit ça que signifient les histoires du MiG russe abattu et du risque. Il y a un vrai risque turc, ça c'est clair. Et parce que la Turquie est un pays extrêmement complexe, mais ça renvoie à une question qui dépasse largement les rapports avec la Russie. C'est toute la question des rapports entre l'Union européenne et la Turquie. Je pense qu'on est parti. Moi personnellement, j'ai une opinion extrêmement négative sur l'ensemble de cette négociation, et malheureusement, évidemment, je comprends bien que la question des migrants, etc., et que on est dans une situation très très difficile, mais malheureusement, ça ne pousse pas à clarifier cette question. Or, les Russes, ils ont des capacités d'intervention critiques, je pense, par rapport à la Turquie, parce c'est la question kurde. Or, on sait bien, on a bien vu ce qui s'est passé. Les Turcs ont mis un veto pour la participation des Turcs des Kurdes, aux négociations à propos de la Syrie, ce que les Russes ont interprété d'une certaine façon, et du coup, la diatribe contre Erdogan, la détérioration extrêmement rapide des rapports avec la Turquie, c'est vraiment, mais c'est un risque qui, je crois, est mesuré et qui est un défi. Ça fait partie des nouveaux défis locaux ou régionaux qui sont posés et à l'Union européenne et aux Américains, dans la mesure où la Turquie fait partie de l'OTAN. Et là, on a un risque très important, je crois, d'une détérioration sensible de la situation intérieure en Turquie. Et à ce moment-là, que feront les Européens et que feront les Américains ? Les Russes, sans doute, dans cette circonstance, ils ont ouvert un bureau kurde à Moscou et probablement ils peuvent aller plus loin, ce qui est assez inquiétant. Je ne pense pas que ça débouche sur une guerre mondiale, quelles que soient les courbes de Kondratiev, mais c'est une situation qui me paraît effectivement inquiétante. Voilà. Je pense qu'il faut faire attention aux références historiques sur la Crimée, parce qu'il faut aller, à ce moment-là, pourquoi pas aller plus loin. La Crimée était ottomane, je veux dire, voilà. Donc, voilà. Faut pas rentrer forcément dans le jeu des narratifs historiques des uns et des autres. On a intérêt à être prudent dans ce sens-là. Oui, pardonnez-moi, j'ai une question un peu simpliste qui est, j'ai envie de dire, d'essence freudienne, au sens où est-ce qu'au fond on est capable de se faire une idée un peu claire de que veut la Russie au bout du compte. Alors pour pimenter ma question, pour l'éclairer, je reviens moi à ma préoccupation franco-franchouillarde, pardonnez-moi, mais vous voyez qu'on est aujourd'hui dans un monde qui hésite entre deux postures. Enfin deux postures. Il y a la posture dominante qui consiste à dire, à la suite des Américains et de l'OTAN, la Russie est une menace épouvantable. Qui ne cesse de croître, de grandir, c'est affreux, etc., etc. Bon, et puis, on peut aussi faire une autre analyse qui est de dire, après tout, les Russes, de par ce qu'ils sont, historiquement, culturellement, et toutes ces sortes de choses, ne revendiquent jamais que de reprendre la place d'une grande nation, d'un grand ensemble, d'un grand peuple,
après un moment où il y a eu cette espèce d'affaissement post-guerre froide, où d'une certaine façon, on les a quand même... On ne s'est pas gêné pour les humilier. Enfin, on n'a pas été d'une délicatesse absolue avec ce qui s'est passé à la fin de cet épisode. Bon. Et à partir de là, on peut aussi avoir une posture qui consiste à dire, entendons-les dans l'expression de cette volonté de reprendre une place à la hauteur de ce qu'ils sont historiquement, culturellement, etc. Bon. Voilà, donc entre ces deux je dirais, cette espèce d'extrême, enfin, ces deux postures, est-ce que vous voyez un peu quelque chose qu'on peut élaborer sur que veut la Russie ? Juste un point pour revenir à ce que vous disiez concernant les Français. Depuis 25 ans, je parcours la Russie. J'en ai vécu 10 ans là-bas. Dans les années 90, les années 2000, quand on parlait avec les Russes dans la rue, c'était Normandie-Niemen. Et maintenant, c'est le Mistral. Les symboles changent, effectivement. Que veut la Russie ? Je crois qu'on le sait assez bien, parce que Poutine est assez clair là-dessus, je crois. Quand Poutine arrive au pouvoir, en 2000, il y a une situation extrêmement dégradée intérieure, d'affaiblissement de l'économie, du pouvoir politique, y compris dans certains éléments régaliens du pouvoir. Qui implique une reprise en main réelle du pays, lui redonner la croissance et une certaine puissance, et d'autre part, redonner la place que les Russes estiment devoir tenir au niveau régional et mondial. C'est explicité de façon extrêmement claire. Alors, à partir de là, bien entendu, se pose toute une série de questions sur lesquelles moi je pense qu'il faut réfléchir, pas seulement en tenant compte de ce que font et de ce que disent et de ce que pensent les Russes, mais en fonction de ce que nous faisons aussi ou de ce que nous avons fait. À partir de je cite dans le livre, on cite un passage d'un des responsables du ministère des Affaires étrangères d'Helsinki de 1992 sur la doctrine Monroe. À l'époque, il le disait très carrément, c'est-à-dire il faut appliquer la doctrine Monroe dans l'espace post-soviétique. Alors, évidemment, on peut considérer que c'est complètement dépassé et que par conséquent, c'est absolument critiquable. J'ai participé à 2 discussions récentes, une dans le cadre de l'Institut l'Institut des études européennes de Paris, là, et dans la discussion est venue la question des sphères d'intérêt. Est-ce que les Russes disent on a des intérêts, il faut nous les défendrons, nous allons les défendre. Vous défendez, et au fond c'est une accusation, toute une polémique sur la question. Les Russes disent vous, Américains, Occidentaux, Européens, quand vous définissez vos sphères d'intérêt national et vous les défendez, pourquoi nous ne pourrions pas en faire autant ? Alors voilà, c'est une question qui est posée, et comment on la pose, comment on analyse et comment on la résout. Je pense quand même que nous, Français, on a objectivement quelques expériences historiques en Afrique, je ne sais pas. Après ça, évidemment, une fois la période de décolonisation passée, les choses changent, le type de rapport qu'on a change, mais on conserve des intérêts et on essaye de les défendre, etc., etc. Donc, si on analyse la façon dont les Russes posent les questions, il faut quand même aussi accepter de penser à notre propre expérience et à la façon dont on la met en œuvre et la façon dont les Russes la décryptent. Et donc, je crois qu'il faut... je pense qu'il faut être capable de reconnaître à un moment donné qu'effectivement, la Russie a des intérêts nationaux. Il faut essayer de les comprendre. Je crois qu'il faut être capable de critiquer certaines actions russes en Crimée ou au Donbass, et en même temps accepter aussi des logiques politiques qui sont des logiques de long terme, historiques, fondées sur des influences réciproques. Et donc il faut être capable de sortir un peu d'une analyse idéologique trop simple et de rentrer dans la profondeur des choses. Et je pense que de ce point de vue-là, l'Ukraine est un exemple tout à fait extraordinaire sur, je pense, la triple
méprise, erreur de jugement des Européens d'un côté. Je pense pas que ce soit eux qui soient en premier. Il faudrait d'abord dire soit des Russes et ensuite des Ukrainiens et ensuite des Européens sur qu'est-ce qu'est l'Ukraine, qu'est-ce qu'on peut faire en Ukraine et comment l'Ukraine peut évoluer. Et il faut accepter de porter le regard sur ces trois éléments en parallèle, qui ne sont pas forcément en coïncidence chronologique, mais qui sont très importants, les trois. Et malheureusement, je pense que et les Russes ont une analyse qui n'est pas complètement adéquate à la réalité, c'est-à-dire parce que ça les gêne qu'effectivement il y ait une certaine démocratie qui s'exprime et que les Ukrainiens rejettent en partie ou totalement la nature des relations que la Russie a réussi à imposer à l'Ukraine depuis le XVIIe siècle. Donc voilà, on est dans de l'histoire longue. Ensuite, il y a les Ukrainiens eux-mêmes qui, malheureusement, je pense, n'ont pas réussi depuis 91, depuis 90, ils n'ont pas une analyse objective de leur propre situation, ni au plan économique, ni au plan culturel, linguistique et politique. À partir de là, on a des élites oligarchiques, en plus, avec tout le système de corruption, qui se battent à la rada. Voilà. Et les Européens, alors là, c'est la politique européenne. On a un lobby pro-ukrainien qui s'est manifesté, qui a proposé un certain nombre de choses. Les Français et les Allemands regardaient ailleurs. Ils ont dit bah oui, pourquoi pas, laissons-les faire. Et on se retrouve avec une situation ingérable et qui malheureusement va durer quand même un certain temps et qui va poser des problèmes lourds. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que la France peut dire des choses là-dessus, certainement. Sauf qu'il faut le courage politique, il faut être capable de dire des choses aux Russes. Certains le font mieux que nous, je crois. Et ça retentit sur tous les plans. C'est-à-dire, parce que c'est pas un hasard si Merkel est capable de dire des choses de façon très crue à Poutine et en même temps faire en sorte de signer Nord Stream 2. Ça c'est quand même... voilà, c'est une politique bien comprise des intérêts allemands. Bah, ils tiennent, ils sont pas respectés complètement. Je veux dire, ils tiennent. Il y a relativement un cessez-le-feu. On a enlevé quelques armes lourdes, mais il y a quand même des anicroches pratiquement toutes les semaines. Ça n'a pas empiré, mais l'objectif de Minsk, c'était pas tout à fait que ça empire pas. C'était de régler la situation politique avec un certain nombre de choses. Élections locales, contrôle des frontières, etc. Ça, c'est pas fait. Donc, alors après, il y a des responsabilités partagées, mais enfin bon. Alors peut-être que Minsk n'était pas réaliste, mais en tout cas, voilà, on a signé ça. Donc, et on voit bien dans quelle situation on est, avec des responsabilités partagées. Il y a des responsabilités russes, il y a des responsabilités ukrainiennes, et puis il y a l'incapacité des Européens, soit à taper un peu plus sur la table, soit malheureusement, voilà. Le problème, c'est que si on pouvait remplacer les sanctions par quelque chose de plus cohérent au niveau politique, peut-être que ça serait plus facile à envisager. Pour l'instant, on est un peu coincé parce que s'agissant... Et alors, la Crimée, n'en parlons pas, on peut en parler, mais il me paraît absolument évident que la Crimée restera russe. Mais par contre, voilà, si on lie la levée des sanctions au respect total des accords de Minsk, elles resteront longtemps. Alors je ne sais pas si c'est ça qui va se passer. À un moment donné, peut-être qu'il y a un des pays européens qui va mettre le veto et on se retrouvera dans une situation puisqu'il suffit qu'un pays vote contre pour le renouvellement, puisqu'il s'agit de voter le renouvellement, pour que les sanctions s'arrêtent ou prennent une autre forme, peut-être. Et en plus, ça engage les Européens. Mais les Américains, ils ont une autre stratégie. Or, probablement, c'est plus important. Les sanctions américaines sont plus importantes que les sanctions européennes parce qu'elles portent sur des éléments plus cruciaux. C'est-à-dire la politique de crédit, le financement. Alors, je pense qu'ils n'y arriveront pas, par ailleurs. Parce que je pense que ça sera inefficace à long terme. Mais ça a une certaine efficacité à court terme. Parce que ça bloque un certain nombre de grands projets et ça pose des problèmes aux industriels européens qui veulent investir en Russie et qui sont gênés aux entournures par les accords qu'ils ont signés en dollars.
Alors avant de remercier Jean Radvani, je vous signale juste qu'on aura, je crois que c'est le 7 avril, mais ce sera confirmé, une petite réunion sur l'Ukraine autour d'ailleurs moi-même, mais surtout Mathieu Bouleg et Christine Dugouin qui sont allés sur la ligne de front Donbass. Et puis on a fait tous les trois une petite excursion à Kiev où on a rencontré les principaux responsables ukrainiens, dont Monsieur Yatsenyuk. Donc on vous fera un petit retour sur tout ça. Mais en tout cas, je remercie beaucoup Jean pour sa visite ce soir. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Et puis, merci pour ce livre très solide. Moi, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas assez de livres sur la Russie et de livres équilibrés. Donc, celui-là, moi, je trouve, en fait partie. Donc, merci encore. Au revoir.